Bonjour à tous et bienvenue dans la conférence donc sur le métabolisme territorial, l'économie circulaire et l'urbanisme de Martial Vialex. Bienvenue Martial et merci d'être avec nous. On en a pour une demi-heure de présentation et ensuite 20 minutes d'échange et de questions. On passera ensuite la place à d'autres conférences pour continuer la journée. Donc pour qu'on puisse présenter un petit peu Martial ce que tu fais, tu es donc du coup, tu as étudié la géographie et l'urbanisme. Après, suite à quoi tu t'es spécialisé dans les approches systémiques de l'environnement en t'inscrivant dans le champ de l'écologie territoriale, ce qui va être le sujet de la présentation, entre autres. Tu diriges des missions d'évaluation environnementale à diverses échelles et sur différents sujets comme les déchets, les carrières, tout ce qui est forêt et les documents d'urbanisme. En plus de ça, donc, tu participes à des réflexions franciliennes sur le déploiement de l'économie circulaire dans les territoires. Et en complément de cette activité-là, il y a une thèse que tu mènes à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, afin d'étudier les liens entre planification urbaine et métabolisme territorial. Donc des sujets qui vont revenir dans la présentation d'aujourd'hui. Et pour terminer, tu as également une autre casquette d'enseignant à l'Université Paris-Dauphine, dans lesquels tu enseignes et en charge d'un module dédié à l'intégration des enjeux environnementaux dans le champ de l'aménagement de l'urbanisme. Donc tous ces sujets se rapprochent de la présentation d'aujourd'hui et du coup je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, visiblement. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non. On va dire que oui. Je pense que oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup donc, de vous être mobilisés et de vous être connectés en ce dimanche un petit peu grisouille. Et plus généralement pour ce week-end de conférence donc, dans le cadre de la COP2 étudiante, je tenais à remercier l'équipe d'organisation et à vous tirer mon chapeau pour l'organisation de ce week-end. Ça a dû être un travail titanesque. Et aussi un petit mot donc, pour vous remercier vous donc, de vous être connectés et pour celles et ceux d'entre vous qui sont étudiants, voilà, je tenais à vous dire qu'on a une petite pensée un peu pour vous. Je suis moi-même étudiant, comme ça a été dit, même si je suis sur un format un peu particulier, mais voilà, tenez bon, hein, on a besoin de vous, notamment pour la transition écologique. Alors, j'espère que mon PowerPoint fonctionne. Ça n'a pas l'air. Est-ce que vous voyez est-ce que les slides passent? Alors, si je refais. Je pense que ça ne marche pas. Hop. Alors, excusez-moi, est-ce que a priori ça devrait fonctionner à ce moment-là? J'ai eu un petit bug, mais visiblement ça doit marcher, sinon on m'aurait prévenu. Je vérifie quand même mon téléphone, mais visiblement personne ne m'a appelé, donc ça doit marcher. En tout cas, je n'ai pas de confirmation de savoir si vous êtes bien avec moi, mais on va considérer que oui. Donc, comme ça a été dit en introduction, mes sujets de recherche portent principalement et de travail portent principalement donc, sur les problématiques du métabolisme urbain qu'on peut qualifier un peu d'expression, de métaphore qui désigne en fait l'ensemble des flux de matière et d'énergie qui sont nécessaires en fait au fonctionnement d'un territoire donné ou d'une ville donnée par exemple. Donc mon propos en fait sera articulé un peu autour de deux parties, on va dire. Premièrement, une partie un peu conceptuelle, un petit peu théorique, sur laquelle on va un peu aborder ensemble ce que j'ai appelé le sous-basement matériel des sociétés. Je fais partie de ceux, en fait, je ne suis pas le seul, mais je fais partie de ceux qui considèrent en fait, que l'essentiel, la grande partie en fait, des enjeux environnementaux qui se posent à nous aujourd'hui sont avant tout des enjeux matériels, et notamment des enjeux liés aux ressources.
Et ensuite, donc on reviendra un peu sur ce que c'est l'économie circulaire, et un peu plus peut-être proche de ce que je fais encore hein, sur l'urbanisme circulaire, qui est une notion, enfin je ne sais pas si on peut parler vraiment de notion, hein, mais plutôt une expression qui est apparue encore plus récemment là, que l'économie circulaire. Alors, les gens comme moi qui travaillent un peu sur ces sujets-là ont tendance à démarrer leur présentation souvent avec ce type de graphe, donc vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses. Ça montre un peu l'extraction exponentielle hein, des ressources à l'échelle mondiale depuis le début du XXe siècle. Donc on est passé de quelques milliards de tonnes hein, au début du XXe à aujourd'hui environ 95, voire 100 milliards, maintenant plutôt si on est en 2021, 100 milliards de tonnes hein, qui sont extraites chaque année donc à la surface du globe. Donc je vous ai remis les zéros, moi j'aime bien mettre les zéros, je trouve que c'est un petit peu plus parlant en fait. Hein. Je vous ai remis les zéros, je vous ai remis les grandes catégories, les grandes familles en fait de ressources qui Excuse-moi, sont concernées Martial, par cette extraction de massive. t'interrompre. Oui, je Ouais, t'écoute. on ne voit Oui, pas oui. les slides passer et c'est pas en plein écran si c'est possible. Je sais pas de ton côté comment ça se passe. D'accord. D'accord. Alors, ok, merci de me l'avoir dit. Je vais arrêter le partage et je vais refaire. Mais le son, ça marche bien du coup. Hein. Le partage n'est pas fait sur la présentation. Ouais, ça doit être ça. Merci, exactement. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Vous allez me dire, je vais vous remettre les slides. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne si je fais ça? Oui, a priori. Oui, non, non. Oui, ça marche, c'est ça? C'est bon, d'accord. Ok, il a fallu que je revienne sur le chat pour voir. Ok, donc du coup, alors effectivement, donc, excusez-moi. Donc on reprend. Donc trois grandes familles de ressources qui sont extraites chaque année à la surface du globe. Donc les ressources minérales, ça sera une bonne partie de mon propos, donc je vais y Circular Gap Report, en fait convergent hein, vers l'idée finalement qu'on est à peu près à 8-9% dits circulaires, c'est-à-dire que sur ces à peu près 100 milliards de tonnes qui sont extraites chaque année, on en recyclera à peu près 9 milliards. Voilà, on va voir que c'est pas parce qu'on recycle que c'est forcément vertueux, mais en tout cas, il y a souvent ce chiffre hein, qui est repris dans la presse et dans quelques rapports mondiaux sur le sujet. Alors, toujours pour rester un peu sur des chiffres, je ne sais pas si vous verrez ma souris, mais nous, on est plutôt par ici. En fait, alors avant, on parlait beaucoup d'empreintes écologiques, etc. On continue un peu à en parler, mais c'est vrai que moi, je fais partie de ces gens qui travaillent donc sur les ressources et notre indicateur, ou plutôt nos indicateurs qu'on utilise, vont être un peu doubles. On a d'une part la consommation intérieure de matière, c'est-à-dire en gros ce qui est visible, hein, c'est ce qu'on consomme de manière directe, en gros ce qui est produit sur notre territoire, les importations auxquelles on va déduire finalement les exportations. Donc c'est vraiment ce qui rentre et ce qui sort de notre territoire pour notre consommation. Quoi. Donc en Europe, on est à peu près à 14 tonnes de matière consommée par habitant et par an. Et vous voyez que par exemple par rapport à nos voisins ou nos copains américains, on est même carrément en dessous. Et à l'inverse, bien évidemment, les pays en voie de développement sont à des niveaux bien inférieurs. Mais le deuxième indicateur, c'est l'empreinte matière. Donc là, pour celles et ceux qui connaissent, hein, en gros, c'est vous prenez la consommation intérieure et vous rajoutez les flux indirects, c'est-à-dire tous les flux d'énergie et de matière qui ont en fait été nécessaires pour produire, enfin pour extraire, produire, transformer, transporter ces ressources qui donc viennent de l'extérieur. Donc là, forcément, les chiffres hein, augmentent assez fortement pour les pays occidentaux.
Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on est à peu près comme en Europe, on est dans la moyenne. Et je pourrais revenir après sur des exemples plus précis si vous le voulez pour des villes. Voilà. On a souvent des consommations à l'intérieur qui sont assez faibles et une empreinte matière qui est plutôt élevée autour de 20 tonnes par habitant. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, quand je disais qu'on allait faire une partie un peu historique et un peu théorique, alors je m'excuse pour les étudiants qui sont plutôt historiens. Je vais faire un peu un bond dans le temps. Et voilà, c'est pour bien qu'on comprenne comment on en est arrivé là, en fait, à ce niveau assez exponentiel. En fait, on est passé d'une situation où finalement la ville était quelque chose d'exceptionnel, était une sorte d'exception, en fait. Et à l'ère aujourd'hui où on parle d'anthropocène, et je fais partie de ceux qui pensent que, bien évidemment, dans l'anthropocène, il y a une force qui est absolument considérable, qui est cette urbanisation. Donc si on fait un petit saut dans le temps et si on revient un peu à l'Antiquité, la ville était voilà, quelque chose, encore une fois, d'exceptionnel, quelque chose de très circonscrit, quelque chose qui était bien délimité par rapport à son arrière-pays, à son fameux hinterland. Je reviendrai sur cette notion-là. On avait des relations assez privilégiées entre la ville et son arrière-pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit, hein, mais ça veut dire qu'il y avait quand même des relations qui étaient nouées dans une certaine forme de proximité entre la ville et la ceinture rurale ou agricole qui l'entourait finalement. On maîtrisait les techniques de construction assez ancestrales, type la pierre, le bois et bien évidemment la terre aussi. Donc ces matériaux-là étaient extraits localement dans la grande majorité des cas. Et on avait donc une certaine proximité, comme on le voit par exemple sur le schéma ici, avec tout ce qui était production agricole, un peu de légumes, maraîchage, etc., voire après, au-delà assez proche finalement des remparts qui délimitaient la ville. Même chose, aujourd'hui on parle beaucoup de réemploi de matériaux, j'y reviendrai. Ce type de pratique existait déjà, en fait, ça c'est une forteresse de l'époque carolingienne, existait déjà finalement au Moyen-Âge, voire même dans l'Antiquité. Pour diverses raisons, hein, on réemployait les matériaux pour diverses raisons, des raisons économiques, des raisons techniques, fallait aller vite, souvent quand on détruisait des remparts par exemple, fallait vite reconstruire, donc c'était plus simple de prendre ce qu'on avait sous le coude. Des raisons, encore une fois, de limitation de moyens de transport, des raisons aussi ostentatoires. Hein, il fallait bien montrer au seigneur qu'on avait bien démoli sa forteresse et donc réemployer ses pierres, c'était aussi un moyen de lui montrer qu'on l'avait bien vaincu lors d'un conflit X ou Y. Donc voilà, tout ça existait déjà, c'est absolument pas nouveau, encore une fois, en tout cas d'un point de vue philosophique et dans l'esprit quand on parle d'économie circulaire et de réemploi, par exemple. Et une des raisons aussi pour lesquelles la ville était une exception, hein, c'est bien évidemment, et le contexte actuel nous le rappelle, c'est bien évidemment que la ville était extrêmement fragile, extrêmement soumise à des pandémies et à toutes sortes de catastrophes sanitaires. Ça, c'est un exemple pendant la peste noire qui a ravagé une bonne partie de la population européenne au Moyen-Âge. Voilà, donc tout ça faisait finalement que la ville était quelque chose, encore une fois, de limité. Même chose, bon, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais toutes les archives historiques notamment montrent que, en gros, quand vous traciez un périmètre d'à peu près 20, 30, allez, 50 km autour des principales agglomérations, donc là c'est plutôt le Moyen-Âge, 15e siècle, on voit bien que ce soit pour la construction, pour le textile ou pour la métallurgie, pardon, les sources d'approvisionnement en fait, de la ville étaient relativement locales. Donc, bon, il y a eu une rupture, c'est là où je m'excuse parce que je ne suis pas historien, mais il y a eu une rupture finalement avec l'époque moderne, avec donc la découverte de l'Amérique, etc. etc. Je ne rentre pas trop dans les détails, la Renaissance, les Lumières, tout ça je pense que vous connaissez plus ou moins, où en gros on a eu à la fois un accroissement assez important des techniques de l'homme et de notre capacité à modifier l'environnement. On a aussi mieux appris à cartographier notre territoire, donc on arrivait à mieux le connaître, etc. Et surtout, tout ça a été impulsé aussi par des pouvoirs politiques extrêmement forts, souvent à l'échelle nationale. C'est un peu à ce moment-là aussi que les États-nations se sont un peu construits. Donc il y avait aussi toujours cette volonté de faire régner le pouvoir, et donc pour ça, il fallait évidemment aménager le territoire, faire des routes, faire des ponts, construire des villes, etc. etc. Donc ça s'est un petit peu passé comme ça de manière assez progressive sur, en gros, de l'époque moderne jusqu'à la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle aussi, elle a finalement donné naissance, alors non seulement à la ville, en tout cas au début de ce passage de la ville à l'urbain, finalement. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on ne parle pas de villinisme, on parle d'urbanisme, donc c'est bien qu'il y a eu une transformation, qu'on n'est plus passé, qu'on n'est plus vraiment au stade de la ville comme espace très délimité et très circonscrit. Et ce type d'invention, par exemple, qui nous paraît complètement lambda aujourd'hui,
l'ascenseur, mais j'aurais pu prendre par exemple l'éclairage, ça aurait été un peu pareil. Finalement, toutes ces petites innovations-là, qui étaient à l'époque gigantesques, ont permis aussi l'urbanisation de masse et permettre finalement de créer la forme des villes telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une petite image au creusot de la révolution industrielle, je pense que vous aurez compris le propos. La ville a toujours eu une relation très particulière avec l'industrie. Alors si on se rapproche un petit peu plus de notre époque, là on est plutôt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est en France, mais ça concerne bien évidemment beaucoup de pays occidentaux. Donc toujours sous l'impulsion du pouvoir national, comme avec l'image en haut à gauche, que ce soit sous De Gaulle puis sous Pompidou, finalement on a eu cette fameuse période des 30 glorieuses, qui nous a en gros ce qu'on a appelé nous les géographes l'âge d'or de l'aménagement aussi, avec en gros cette idée qu'on a non seulement une croissance démographique très très importante, et on a une croissance économique aussi très très importante. Donc il fallait à la fois loger les gens et favoriser la circulation des personnes, favoriser la création de capital et de richesse, etc., etc. Donc je vous ai mis quelques photos ici. En haut à droite, c'est la construction du périphérique parisien dans les années 50-60, où là, pareil, on a un vrai impact sur l'environnement, on a vraiment besoin de ressources pour tout ça. Et à gauche, en bas à gauche, c'est le sillon de Bretagne. Je ne sais pas s'il y a des Bretons dans l'auditoire, mais en tout cas, voilà, c'était à l'époque un peu une sorte de sport national de construire des grands ensembles comme ça, avec des techniques, encore une fois, qu'on maîtrise. On arrivait à industrialiser la production de logements, donc il fallait aller assez vite. Et voilà, il fallait faire des choses qui font parfois plusieurs centaines de mètres de long, voire même quelques kilomètres de long. Et on peut accueillir là-dedans 1000, 2000, 3000 habitants finalement très très rapidement. Et l'image en bas à droite, c'est plutôt dans le Limousin, en périphérie de Limoges de mémoire. C'est aussi pour montrer que, et ça c'est vraiment un élément important, l'urbanisation elle s'est jouée et elle continue de se jouer aujourd'hui, pas forcément tant dans les grandes métropoles que dans leur périphérie, voire même dans l'urbanisation des campagnes en fait aujourd'hui. Ça c'est extrêmement important. La grande ville monopolise beaucoup de débats, mais l'essentiel des enjeux urbains finalement ne sont pas forcément trop dans la grande ville à mon sens. Mais on pourra y revenir aussi. Ces graphiques-là sont assez parlants, je trouve. Ça, c'est une petite ville dans le sud-est de la France, Mourinque, dans le début des Pyrénées, où on voit bien que dans les années 50, on a découvert un gisement gazier et on voit qu'en l'espace de 5 ans, on multiplie la population par 10, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué que les territoires étaient bouleversés, finalement. On était sur des taux de croissance urbains et qui sont retrouvés du jour au lendemain, comme ça, soit dans l'orbite d'une agglomération, soit sont devenues elles-mêmes des villes moyennes, quasiment. Et ça, c'est un cas un peu similaire à Grigny, en banlieue parisienne. Alors, on n'a pas découvert le gisement gazier à Grigny, mais on a dû loger des gens qui devaient après travailler et vivre en région parisienne. Donc, pareil, on a des courbes qui sont... je ne sais même pas c'est quoi le terme pour qualifier ces courbes, je ne sais même pas si c'est exponentiel, mais en tout cas, c'est assez significatif. Et donc, on parle beaucoup de la Chine aujourd'hui. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire quelques études un peu en Chine, donc c'est vrai que la Chine connaît des taux de croissance urbains qui sont un peu similaires à voire même supérieurs à ce que je vous ai montré là à l'instant. Et bien évidemment, c'est avec des populations, avec des espaces qui sont bien plus vastes que chez nous, mais finalement la dynamique est un petit peu la même. Encore une fois, c'est pas tant à partir des grandes villes qu'à partir de la périphérie de ces grandes villes-là. Et ça, en l'occurrence, c'est la région est de Shanghai, avec Suzhou, Kunshan, etc., etc. Voilà, donc on est arrivé un peu à ce que on a appelé l'Anthropocène, et pour moi l'Anthropocène c'est avant tout finalement, pas que pour moi d'ailleurs, je vous recommande Michel Lusso sur ce sujet-là, il le dira bien mieux que moi, c'est avant tout le siècle, enfin pas le siècle, mais la période plutôt de l'urbanisation de masse. Alors si on revient un peu à nos problématiques de ressources, en gros ce schéma-là résume un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on était un peu à un stade pré-urbanisation, on va dire, dans laquelle on avait une production assez forte de l'interland, ce fameux arrière-pays, d'accord, et on avait des consommations d'énergie, de ressources ou de matériaux qui, elle, était finalement assez faible. Et au moment de l'urbanisation, donc, il y a un effet ciseau qui se produit, c'est-à-dire qu'on a augmenté de manière assez, même très très forte, nos consommations de matière, et en même temps, on a eu cette déconnexion, finalement, avec l'arrière-pays, avec l'espace proche, finalement, des villes, et on a un peu cassé cette relation qui existait, finalement, au démarrage des premiers stades de l'urbanisation. Et donc, aujourd'hui, nous, Européens, on est un peu dans ce dernier stade-là, la transition. On se pose la question de savoir comment il faudrait augmenter la production de l'arrière-pays qui entoure les villes, et en même temps, comment baisser ces différents flux de matière et ces différents flux d'énergie. Bien évidemment, les villes africaines, sur lesquelles je ne reviendrai pas trop, parce que je connais un petit peu moins, mais sont dans un stade qui sont bien évidemment un petit peu plus à gauche sur le graphique.
On revient, là, je vous ai remis, alors, vous voyez là, les 15 à 25 tonnes de matière consommée par an et par habitant. Elle est là, notre consommation intérieure de matière. Hein, et on voit que cette consommation intérieure de matière, elle a été estimée par un certain nombre de scientifiques, hein, à moins de 1, 2, 3, voire 4 tonnes par habitant, en fait, hein, dans les prémices, finalement, de l'urbanisation. Donc, on a vraiment un facteur exponentiel de consommation de ressources. Même chose, vous l'aurez compris, on a profondément diminué notre part de population agricole. On était à plus de 80%, par exemple, voilà, il y a quelques décennies, et maintenant, on est à moins de 10%. Et même chose, je trouve assez intéressant aussi, c'est la part de la biomasse dans la consommation d'énergie. On voit qu'on était à quasiment 100% il y a quelques siècles, et finalement aujourd'hui on a beaucoup diminué. Et aujourd'hui on veut réaugmenter cette part de biomasse dans nos consommations d'énergie, une sorte de retour vers le futur, mais ça je vais y revenir en conclusion. Donc en fait l'urbanisation joue un double rôle. Hein. Quand on parle de métabolisme urbain, on parle bien de ça, il y a un double rôle du métabolisme urbain au regard des enjeux de ressources. Il y a la mobilisation très importante de ressources. Donc on retrouve là nos ressources minérales qui constituent entre 40, 45, 50% de notre consommation de matière, d'accord, hein, en vert c'est la France et en bleu c'est la région parisienne. On retrouve aussi, et ça c'est pour l'urbanisation également d'une certaine manière, même si c'est peut-être moins pour construire des bâtiments que pour nous alimenter, hein, c'est la biomasse qui est ici à gauche, voire pour un peu d'énergie comme on l'a dit. Et les énergies fossiles qui, elles, sont ici. On retrouve nos trois grandes familles, finalement, de ressources. Donc, on mobilise des ressources en quantité extrêmement importante, mais on a aussi le deuxième facette, finalement, de pourquoi il faut s'intéresser à l'urbanisation quand on parle de ressources. La deuxième facette, c'est les rejets, en fait. C'est-à-dire plutôt l'urbanisation, non pas quand elle se construit, mais l'urbanisation quand elle fonctionne. C'est-à-dire une fois que vous avez construit votre maison ou votre immeuble, en gros, et donc là, évidemment, ça nous amène à nous intéresser à des problématiques de carbone. Et par exemple, donc ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre par région. Hein. On voit qu'en région parisienne, on est à peu près à 50% de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur du bâtiment. Et on va être sur des ordres de grandeur plutôt vers 20, 30, voire en dessous de 10% parfois si la région est un peu plus agricole. Mais à l'échelle mondiale, le secteur du bâtiment, c'est à peu près 20% des émissions de carbone. Donc voilà, donc on est vraiment sur des problématiques très très importantes, vous l'aurez compris, notamment au regard du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'ai pas mis de slide un peu sur l'origine de la pensée de l'économie circulaire. Elle est très très vaste, cette origine de la pensée sur l'économie circulaire. L'économie circulaire n'est pas apparue du jour au lendemain, en fait, il y a eu un vrai travail là-dessus, mais je garde ça pour la partie peut-être plus débat, ou échange-question. Mais on en est aujourd'hui, finalement, au XXIe siècle, donc sur effectivement cette idée que l'économie circulaire est un véritable objet de l'action publique, de l'action politique, qui vient donc répondre à ces enjeux de ressources que je viens de rapidement présenter. Bon, ce qu'il faut quand même constater, c'est que l'économie circulaire est avant tout quelque chose qui a été impulsé, qui est impulsé aujourd'hui de manière qu'on pourrait dire top-down, hein, c'est-à-dire que ce sont surtout des grandes institutions politiques ou économiques qui finalement font la promotion de ce modèle-là et essayent de mettre en œuvre finalement tout un système d'incitation, voire même de lois en fait en faveur de cette économie circulaire. Donc c'est le cas par exemple de l'OCDE, c'est le cas de la Banque mondiale, et c'est le cas aussi pour nous en Europe, bien évidemment de l'Union européenne qui légifère beaucoup sur ce sujet de l'économie circulaire et qui après par effet ricochet nous oblige aussi d'une certaine mesure à prendre des lois sur l'économie circulaire. Et donc rares sont les villes, hein, en tout cas dans le monde occidental, même si on se rend compte qu'il y a aussi énormément de choses qui se passent dans les pays émergents, rares sont les villes finalement et les territoires qui ne se revendiquent pas de l'économie circulaire et qui ne revendiquent pas porter finalement un programme ou une stratégie. Et on va voir, je vous donnerai un ou deux exemples comme ça de types de stratégies d'économie circulaire portées par des villes. On a une définition officielle de l'économie circulaire depuis 2015 en France, avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Je ne vais pas vous la relire, je vous l'ai re-indiqué ici, je pourrais vous transmettre les slides d'ailleurs si vous le souhaitez. Bon, plutôt que se limiter entre guillemets à cette définition que plusieurs personnes dont je fais partie, hein, beaucoup de personnes dont je fais partie, trouvent qu'elle se limite trop à la question des déchets finalement. Moi, je plaide plutôt, encore une fois, avec beaucoup de collègues, pour une vision un peu plus globale, un peu plus systémique de l'économie circulaire, notamment avec ce type de schéma.
Parce qu'en fait, quand vous prenez la question de l'économie circulaire par la question des déchets, c'est-à-dire juste mettre votre papier carton dans le bac jaune, en gros, hein, pour éventuellement le recycler, vous êtes plutôt sur cette partie-là du schéma, quoi. Vous êtes plutôt en bout de chaîne. Or, on a bien vu avec ces niveaux de consommation de ressources extrêmement importants que tout ça n'est absolument pas soutenable. Et donc, tout l'enjeu de l'économie circulaire, si elle existe, c'est de remonter au tout début de cette chaîne et de ces processus finalement d'extraction, puis de transformation, puis de distribution, puis d'utilisation des différents biens, produits, matières, bâtiments, etc., que l'on est amené à créer et à consommer en fait au cours de notre vie finalement. Donc la vraie économie circulaire, l'économie circulaire authentique, pour reprendre Dominique Bourg, se situe bien en amont finalement de toutes ces chaînes de valeur et de tous ces processus-là. Il s'agit bien donc de se poser la question de qu'est-ce qu'on extrait, où est-ce qu'on l'extrait, pourquoi on l'extrait, et éventuellement comment on le fabrique, et comment on le transforme pour éventuellement éviter le fait de se poser la question d'éventuellement le recycler d'une fois qu'on est arrivé au bout du cycle de vie finalement. Donc ça renvoie à des questions d'éco-conception, pour y revenir si vous le souhaitez, des questions aussi d'économie du partage, pourquoi acheter une perceuse quand vous avez besoin d'une perceuse une fois par an en gros, ou on pourrait même se poser la question pour les voitures éventuellement. Voilà, ça, le recyclage, le compostage, tout ça, je pense que vous connaissez déjà plus ou moins. Donc nous, à l'Institut dans lequel je travaille, on a un peu tendance à voir l'économie circulaire, vous l'aurez compris, au prisme de 3 gros enjeux. Je suis revenu sur 2 pour l'instant. Le carbone, donc avec le changement climatique à droite, et la gestion des ressources en haut. Ça, vous l'aurez compris, c'est le propos essentiel quand on parle d'économie circulaire. Mais on a aussi un 3e pilier, on l'a évoqué tout à l'heure quand on faisait nos présentations, c'est le côté résilience, c'est-à-dire que, et ça c'est très actuel, avec la crise du Covid. L'idée aussi de l'économie circulaire, ce serait d'y adjoindre quelque part l'idée que il y a eu cette rupture avec l'arrière-pays, comme on l'a vu, et finalement l'idée de l'économie circulaire, c'est aussi de renouer finalement avec notre arrière-pays, ou tout du moins d'essayer de relocaliser, renationaliser, peu importe comment on l'appelle à ce stade, un certain nombre d'outils industriels et d'outils de production qui nous permettent finalement de subvenir nous-mêmes à nos propres besoins dans une certaine mesure. Donc il y a bien ces 3 piliers-là, il me semble, quand on parle d'économie circulaire, en tout cas sur le côté environnement et enjeux écologiques. Mais par exemple, une boîte de conseils comme Metabolic, qui sont basés aux Pays-Bas, dont je vous recommande les travaux, eux vont plutôt parler d'économie circulaire, non seulement avec tous les enjeux que je viens de vous évoquer d'un point de vue environnemental, mais aussi en y ajoutant la biodiversité, comme vous le voyez ici, et en y ajoutant par exemple tout ce qui va être lié à la santé humaine, en insistant par exemple sur le fait qu'il s'agit aussi d'éco-concevoir des produits ou des biens et des équipements sans produits nocifs, sans produits polluants finalement pour l'homme. Donc c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important. Et ils ajoutent aussi un pilier lié à la culture par exemple. Enfin, voilà, donc c'est une vision très englobante, très globale de l'économie circulaire, et on y reviendra dans ma partie conclusive en se posant la question de savoir si l'économie circulaire n'est pas finalement une sorte de nouveau développement durable, donc il faudrait articuler les piliers les uns avec les autres. Alors la représentation un peu dominante, c'est celle sur laquelle je vais revenir après avec des exemples, c'est cette conception-là de l'économie circulaire. Donc ça c'est à Bruxelles, mais vous avez aussi ça à Amsterdam et à Paris par exemple, qui sont 3 des villes peut-être les plus pionnières en matière d'économie circulaire, avec donc en fait, ces 3 piliers-là, à la fois donc le côté ressources-déchets, le côté aussi il faut un peu parler aux acteurs économiques du territoire, ça c'est aussi extrêmement important. Il y a l'idée de créer des emplois aussi derrière l'économie circulaire. Et bien évidemment de s'intéresser aussi à tout ce qui va être consommateur et au comportement de ces derniers. Donc on va retrouver notre économie de la fonctionnalité et du partage, on va retrouver bien évidemment le recyclage, on va retrouver l'approvisionnement aussi, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la représentation qu'on a beaucoup en France, parce que l'ADEME a notamment cette vision-là de l'économie circulaire. Donc, de manière très pragmatique, quand vous êtes une ville ou un territoire et que vous voulez faire une stratégie d'économie circulaire, en gros, comment ça se passe? Et sachez aussi qu'il y a ces différentes étapes-là qui sont très schématiques. Derrière, il y a des besoins en ingénierie, des besoins en consultants et des besoins en emploi pour demain. Donc ça, et donc typiquement, c'est un peu le sorte de travail que moi-même je peux être amené à faire finalement. Donc quand on est un territoire, on se pose d'abord la question de savoir comment on fait avec ce qui existe déjà. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui font de l'économie circulaire, beaucoup d'acteurs qui font de l'économie circulaire.
mais qui ne s'en revendiquent pas forcément, qui n'ont pas forcément l'étiquette économie circulaire. Donc il s'agit bien évidemment de réunir les différentes parties prenantes, hein, les différents acteurs du territoire, et de voir un peu d'où on part par rapport à tout ça. On part généralement pas de rien quand on se lance dans l'économie circulaire. La deuxième grande phase, c'est la phase de diagnostic, où là, en gros, il s'agit de regarder l'ensemble des flux du métabolisme du territoire, d'accord, donc les déchets, l'alimentation, l'énergie, l'eau, etc. Et de regarder, bien évidemment, au regard de ces grands flux qui rentrent, qui sortent, quelle quantité, quelle nature, etc., quel mode de valorisation aussi existant, comment on fait pour les prioriser, finalement, ces différents flux, et on verra qu'il y a des territoires qui font le choix, en fait, de sélectionner un flux en particulier, ou deux flux, parce qu'ils les considèrent comme stratégiques. Et à l'inverse, il y a des territoires qui font le choix de travailler sur l'ensemble de ces flux-là, peut-être parce qu'ils ont plus de moyens ou plus d'expertise, notamment à disposition. Et enfin, la troisième phase, c'est un peu quel est le projet ou quelle stratégie on met derrière, donc en fléchant des actions sur tout ou partie de ces flux du métabolisme, avec une question qui est très importante à mon sens, c'est quelle est la posture finalement à adopter quand on est un territoire ou quand on est une collectivité. En fonction des différentes compétences des acteurs et des collectivités, ça ne sert peut-être à rien de se lancer sur tous les flux du métabolisme ou sur tout type d'action. Ça peut être des actions d'impulsion, ça peut être des actions de financement de certaines entreprises ou de certains projets, ou au contraire, ça peut être des actions qui vont être plus liées, par exemple, je ne sais pas, au propre patrimoine de la collectivité, si la collectivité dispose de beaucoup de bâtiments, de beaucoup de gymnases, de beaucoup de collèges, etc. etc. Voilà, donc toutes ces questions-là, finalement, sont très très importantes lorsqu'on veut se lancer dans une stratégie. Et enfin, alors ça c'est un peu mon profil qui le veut aussi, mais sachez qu'il y a beaucoup de travaux académiques sur la question de l'économie circulaire, en France, mais aussi beaucoup dans le monde anglo-saxon. Et bon, j'essaie de plaider, de militer pour toujours essayer de garder un lien avec ce monde de la recherche, qui permet à la fois de nourrir du coup les réflexions de type opérationnel, dans une démarche un petit peu réflexive aussi quelque part, mais de la nourrir non seulement dans le diagnostic, mais aussi peut-être au niveau du projet. Voilà, donc toujours essayer de nouer le lien avec la recherche, ça me paraît quelque chose de très très important. Et on se pose bien évidemment des questions en termes de gouvernance et de mise en œuvre. Je ne rentre pas trop dans les détails, on pourra y revenir si vous le voulez. Question qui est assez brûlante, c'est la question des indicateurs par exemple. Mais je vois que je suis déjà à 25 minutes, et sachant que je suis un petit peu en retard, on pourra y revenir un petit peu après. Je vous ai pris deux exemples. Donc il y a la ville de Paris en tant qu'exemple un peu transversal sur ces questions d'économie circulaire et vraiment pionnier, engagé depuis longtemps sur ces sujets-là. Hein. Les premières réflexions remontent à presque 10 ans maintenant sur l'économie circulaire. Ils ont fait un premier projet améliorer le métabolisme urbain en 2014 dans lequel il y avait déjà eu les états généraux de l'économie circulaire d'ailleurs, un petit peu plus tôt que ça, dans lequel ils avaient déjà identifié finalement des actions et des entreprises qui voulaient un petit peu mieux gérer les flux de ressources, que ce soit les déchets alimentaires ou les matériaux de construction. Donc il y a eu un vrai engagement de la ville de Paris depuis, et la ville fonctionne avec une feuille de route finalement qu'elle renouvelle à des périodes, je crois c'est 3 ans de mémoire, et avec donc une batterie d'actions qui, comme vous le voyez sur le graphique ici, une batterie d'actions qui en fait concerne beaucoup de services de la ville. La ville de Paris, c'est plusieurs milliers de fonctionnaires, donc il y a beaucoup de services. Hein. Mais on voit bien que en fait, la ville a beaucoup d'expérience en la matière et du coup, elle a insufflé l'économie circulaire dans pas mal de services et dans beaucoup de domaines finalement, au-delà des domaines un peu classiques, hein, les ressources, les déchets, etc., qu'on a vu. Je pense notamment à son action sur les textiles qui est tout à fait intéressante, mais aussi par exemple sur la culture et l'économie circulaire dans les différents théâtres, par exemple, de mémoire, il y avait une action un petit peu là-dessus. Voilà, donc je n'ai pas tout vous présenté, vous pourrez regarder les slides, voilà, je pourrais vous les envoyer. Je vous invite à aller voir la plateforme numérique métabolisme.paris.fr, qui est très intéressante et qui répond à un enjeu fort de cette démarche d'économie circulaire, qui est un peu de communiquer et de rendre accessibles finalement ces sujets liés au métabolisme pour les citoyens lambda. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Vous pouvez visualiser les flux qui rentrent, qui sortent, enfin, c'est tout à fait interactif. La ville travaille depuis longtemps aussi sur une filière de recyclage des différentes fenêtres, non seulement de son patrimoine, mais aussi dans les chantiers de mémoire. Voilà, elle bosse beaucoup aussi sur les voiries, avec un vrai travail sur le réemploi des pavés dans les différents chantiers de voirie dont elle a la responsabilité. Et elle est aussi connue pour la collecte séparée des biodéchets,
dans 3 arrondissements. Voilà, donc on avait à disposition un petit bac pardon, dans lequel on mettait certaines parties de nos déchets alimentaires, et c'était collecté de manière séparée avec le syndicat local pour ensuite aller faire effectivement compost, voire un peu de méthanisation. Donc voilà, donc tout ça était vraiment, on a une action multi-sujet et voilà, et relativement dynamique, il faut le dire. Un deuxième exemple qui, lui, se limite, entre guillemets, alors c'est pas du tout péjoratif, mais se limite à un flux en particulier, ou plutôt à une famille de flux du métabolisme, à savoir les matériaux de construction. C'est l'exemple donc de Plaine Commune, qui est un regroupement de communes au nord de Paris, donc c'est Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, etc., etc. Donc là, même chose, ils ont fait un diagnostic, hein, pareil que Paris, ils ont fait un diagnostic de leur métabolisme, bien évidemment, en amont, comme je vous l'ai montré, et ils ont fait le choix, finalement, au regard de ce diagnostic, de se dire, bon, ben, nous, on est un territoire très, très urbanisé, on a beaucoup de chantiers sur notre territoire, on a des nouvelles gares qui vont arriver avec le Grand Paris, on a beaucoup de projets, etc. Et surtout, on produit nous-mêmes très, très peu de ces matériaux de construction, finalement. On est quand même très, très dépendant de l'extérieur. Donc, ils sont lancés finalement dans un projet métabolisme urbain qui, lui, est concentré sur les matériaux de construction. Donc, ils travaillent en fait à la mise en place de 5 filières, enfin plutôt oui, de filières de réemploi et de valorisation en fait autour de 5 matériaux. Donc, de mémoire, il y a les briques, il y a la pierre, il y a le bois, etc. Travaille aussi finalement à mettre un petit peu autour de la table les différents, notamment tout ce qui va être promoteurs, bailleurs sociaux, etc., entreprises du BTP, pour leur faire signer toute une partie en fait de chartes, et de cahiers des clauses en fait qui permettent d'intégrer finalement ces questions d'économie circulaire. Et surtout, ils ont identifié finalement des chantiers pilotes où en gros ils ont fait ce qu'on appelle des diagnostics déchets ou des diagnostics ressources. On pourra revenir sur la distinction entre les deux si vous voulez. Mais l'idée, c'est en amont du chantier, de dire, bon ben voilà, moi je vais démolir un bâtiment, je vous dis n'importe quoi, 150 briques, j'ai un chantier à côté du mien qui a besoin de 70 briques demain matin, peut-être que je peux lui donner les briques, et voilà, sauf que dit ça comme ça, c'est très simple, mais en fait dans la pratique, c'est très 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 compliqué. Voilà, et tout ça demande une animation permanente, hein, j'insiste là-dessus, il faut rendre hommage notamment à Justine Emmerich qui permet un petit peu de mettre en musique un petit peu tout ça. C'est un travail de très longue haleine, tout ça. Avant de passer à ma conclusion, je vois que je suis à peu près dans les temps, je voulais un peu donc parcourir, donc là on a vu un peu comment les territoires pouvaient un peu formuler des politiques d'économie circulaire, des projets d'économie circulaire. Et c'est vrai que du coup, ma profession, hein, les urbanistes, on est resté assez éloigné de ces sujets-là pendant très longtemps. Je pourrais revenir sur les raisons pour lesquelles, si vous voulez, on est resté éloigné de tout ça. Et en gros, on commence un peu à se saisir du sujet. Alors bien évidemment, tout ce qui est lié à la construction, ça existe depuis très 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 longtemps, mais c'est vrai que c'était une autre sphère, si vous voulez, c'était plutôt les ingénieurs, c'était plutôt un peu les architectes, et ça devient un peu les urbanistes maintenant, qui s'intéressent du coup à ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'on a tendance aujourd'hui, il y a une expression là qui est apparue dans le débat public, je dirais il y a quelques années, c'est quand même très 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 récent, donc l'urbanisme circulaire, qui consiste en gros à transposer les principes de l'économie circulaire, le modèle de l'économie circulaire, donc à la fabrique globale en fait, de la ville, au-delà de la seule construction finalement. Donc je vous ai mis là trois enjeux, et j'en avais listé 6 au total, donc 3 premiers enjeux en fait, hein, famille d'enjeux plutôt qui concourent à façonner un peu cet urbanisme circulaire. Donc on commence par ce qui devrait être prioritaire finalement, à savoir la sobriété du bâti. Ici c'était une entreprise qui s'appelle Agilcare. Ils avaient fait notamment un chantier à Gennevilliers en banlieue parisienne, où en gros l'idée c'est dans cette logique d'éco-conception un petit peu, et pour éviter finalement de consommer des ressources pour le bâtiment à chaque fois qu'on a besoin d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment pour un usage bien défini, l'idée c'est de faire une construction dite modulaire. On parle aussi de construction réversible. C'est pas tout à fait la même chose, mais admettons que ce soit le cas dans le cadre de mon propos. Où en gros, voilà, l'idée c'est de répondre à un besoin, encore une fois, sans démolir finalement le bâtiment d'une fois qu'éventuellement il n'aura plus d'usage, quoi. Donc on pourra revenir un peu sur cette notion d'obsolescence des différents usages. Ensuite, on a le réemploi des matériaux, donc ça on l'a évoqué un peu avec Plaine Commune. L'idée est toute simple et toute bête, hein, c'est qu'en fait vous voyez le bâtiment
voilà, à travers votre fenêtre, là, peu importe où vous êtes, vous regardez, ou même sous vos pieds finalement, et vous vous dites que ce que vous avez sous les pieds ou en face de vous, c'est un stock de matériaux, c'est un stock de ressources qui est immobilisé pour l'instant, mais qui demain, s'il a vocation à être réhabilité, s'il a vocation à être démoli éventuellement, vous pouvez faire toute une série de techniques et de processus qui prennent du temps et qui nécessitent des compétences très particulières, bien évidemment, pour réemployer ces différents matériaux. Et la différence qu'on fait entre le réemploi et le recyclage, c'est que pour le réemploi, il n'y a pas de transformation en fait profonde de la matière. Une brique reste une brique, en gros. Une porte reste une porte. Et la troisième enjeu, donc là on a une transformation de la matière pour le coup, c'est le recyclage des matériaux. Cette résidence que vous voyez là qui est à Chartres, s'appelle Le 11, a été construite en béton recyclé, donc ça ne se voit absolument pas à l'œil nu. Mais l'idée c'est de dire que vous aviez des bétons qui ont été démolis en fait sur différents chantiers comment dire, dans un rayon assez proche de la résidence. On a démoli donc les bétons, on les a concassés, c'est-à-dire qu'on a récupéré le sable et les granulats et on les a remis finalement dans un nouveau béton pour de la construction neuve. Donc ça pareil, on pourrait y revenir si vous voulez dans la partie question, mais ça se fait et ça commence à émerger, mais c'est compliqué pour toute une série de facteurs. 3 derniers enjeux avant de passer à la conclusion. Un enjeu qui est sous-estimé, je pense, c'est la question de la production dans les espaces urbains. Quand on parle de réconcilier la ville avec son arrière-pays, comme je l'ai évoqué, des projets comme celui-ci, Cycleterre, que je vous invite à aller voir, en fait, contribuent finalement à ce que la ville maîtrise un peu mieux finalement ses flux de ressources et ses circuits d'approvisionnement. Et ça nécessite bien évidemment tout un tissu industriel, ça nécessite de l'espace, et ça nécessite peut-être aussi de revoir un peu la priorité des usages qu'on affecte à l'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, le foncier est très majoritairement mobilisé pour du logement, des activités, des bureaux, toutes sortes d'activités qui ne contribuent pas finalement à produire concrètement les flux du métabolisme. Et ce projet Cycleterre, en gros, vise à faire quoi? À prendre des déchets du Grand Paris Express et à en faire des briques de terre crue, pour la construction, bien évidemment. L'autre enjeu, c'était de coopérer avec les territoires. Tous les territoires n'auront pas la réponse, finalement, à l'ensemble de leurs problèmes au sein de leur périmètre ou dans un périmètre assez proche, finalement, de l'emprise de la ville. Donc il s'agira nécessairement de questionner tous ces circuits-là et d'aller voir son voisin, voire même des territoires parfois très éloignés des nôtres. Voilà, je pourrais revenir sur des questions de distance d'approvisionnement, mais parfois ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres pour des matériaux de construction, par exemple. Voilà, donc il y aura nécessairement une question ce qu'on appelle l'interterritorialité, c'est-à-dire juste de mettre en place des démarches et des programmes politiques qui favorisent des coopérations comme ça entre les territoires. Et ça, pareil, c'est assez balbutiant encore aujourd'hui. Et enfin, l'urbanisme circulaire, ça c'est plutôt le petit livre là, de Sylvain Grisot, vous avez peut-être dû voir passer, qui lui en gros dit que s'inscrit un peu dans cette critique de la ville qui s'étend finalement, de la ville qui s'étale. C'est une vieille critique de l'urbanisme durable, refaire la ville sur la ville, densifier la ville, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait pendant très longtemps, on avait une production de la ville qui était linéaire par opposition au circulaire. C'est-à-dire qu'on mobilisait du foncier agricole, on faisait un bâtiment pour un usage très défini, avec une certaine obsolescence, et ensuite ça devenait une friche, et ensuite on ne savait pas vraiment quoi faire des friches finalement. Donc l'urbanisme circulaire, c'est aussi ça. C'est aussi non seulement essayer de penser les usages de manière à ce qu'ils soient réversibles, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi peut-être mettre priorité sur la réhabilitation des friches industrielles ou des friches urbaines, avant de penser à mobiliser des espaces agricoles et forestiers. Du coup, je dois être un petit peu en retard, mais j'en arrive à la conclusion. En tout cas en retard par rapport au timing que j'avais un peu imaginé. Alors bon, je vais pas tout vous relister, mais en gros c'était pour résumer mon propos, vous l'aurez compris. Reconnecter avec notre matérialité, en fait, si je devais résumer, ça serait un peu ça. Pour moi, c'est l'enjeu principal, même si on a vu qu'il y avait plusieurs sous-enjeux là-dedans. L'enjeu principal, c'est de nous reconnecter avec notre matérialité. On est complètement déconnecté de ça aujourd'hui. Et les discours dominants, notamment sur le numérique, contribuent, je pense, à nous déconnecter un petit peu avec ça encore. Comme quoi, on serait une civilisation complètement dématérialisée, alors que c'est loin d'être le cas. Je pense que vous avez vu des conférences déjà là-dessus. Un réel engouement pour l'économie circulaire, pour quelque chose qui est très malléable finalement. On peut y mettre beaucoup de choses. Parfois même trop à mon goût, mais on peut y revenir dans la partie débat. Beaucoup d'acteurs mobilisés, la question de savoir est-ce que tout le monde arrive à trouver sa place. Des démarches encore qui sont très balbutiantes, il faut quand même l'avouer, que ce soit dans l'urbanisme opérationnel ou dans la planification des différents territoires.
Retenez que ce qui est circulaire n'est pas nécessairement soutenable. Je pense notamment au recyclage. On pourrait y revenir, mais les travaux qui ont montré qu'à un rythme de croissance constant, notamment supérieur à 1 ou 2%, hein, le recyclage ne faisait finalement que décaler dans le temps la raréfaction de certaines ressources et le fait qu'on va dans le mur d'un point de vue des ressources. Donc il s'agit bien de remonter en amont de la chaîne, comme je l'ai dit. La question de la mesure de la circularité est tout à fait intéressante également, c'est des questions d'indicateurs. Déjà, pour mesurer la circularité, selon moi, il faudrait savoir déjà ce qu'on entend par circularité. Et on pense trop souvent à mettre des indicateurs de suivi ou des bons chiffres sur des flux que finalement, parfois, on ne sait pas vraiment trop mesurer ou on ne sait pas vraiment ce qu'on entend par économie circulaire. L'urbanisme circulaire sera productif et ne sera donc pas tout propre. Ça, c'est extrêmement important, je pense. Il faut qu'on accepte peut-être de vivre dans un rayon assez proche des méthaniseurs, des composteurs, des centres de tri, des lieux de concassage du BTP, des ateliers de fabrication divers et variés, etc. Et tout ça n'est pas trop finalement compatible avec un cadre urbain complètement, en tout cas, dépourvu de moindre nuisance et du moindre impact aussi d'ailleurs sur notre cadre de vie. Le circulaire à 100% est complètement impossible, ça aussi je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais le territoire soutenable peut-être. Et je voulais finir avec 2 illustrations. L'économie circulaire, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. C'était 2 articles qui étaient parus il y a 2 ans sur les valorisations du Grand Paris, ça m'avait fait un petit peu rigoler, avec en fait 2 discours complètement différents. À la fois, voilà, on valorise 40% des déchets du Grand Paris Express, enfin, en tout cas à l'époque, et à l'inverse, un autre article qui disait que bien évidemment, il y en avait 60% qui n'étaient pas valorisés, donc voilà, c'était pas forcément top. Et j'avais aussi, je crois, mis une caricature pour dire est-ce que l'économie circulaire est le nouveau développement durable? La question est très ouverte et je suis preneur de votre avis éventuellement là-dessus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sachez que toutes les publications de l'Institut pour lesquelles je travaille sont entièrement publiques et que je suis à votre disposition. J'ai mis mon mail sur la première slide, donc vous pourrez m'envoyer un mail ou me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou autres. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Martial. Du coup, c'était super intéressant. Et avant de passer aux questions, je voulais juste insister sur une dernière notion que tu viens d'évoquer, parce que je travaille dans l'économie circulaire aussi un petit peu, la valorisation. En fait, quand on y est souvent confronté dans l'économie circulaire, c'est un terme assez positif, alors qu'il y a plusieurs systèmes de valorisation. C'est souvent de l'enfouissement ou des déchets qui sont brûlés et donc qui émettent du carbone derrière. Donc, il faut faire attention à ces termes-là. Et donc voilà, on va pouvoir passer aux questions. On en a quelques-unes qui sont un peu liées, donc je vais essayer de les mettre dans l'ordre. La première question revenait sur la notion des enjeux de l'urbanisation. Pourquoi est-ce que ce serait plus dans les milieux ruraux qu'urbains? Et pour préciser, il me semble que tu disais que ce n'était pas les grandes villes qui t'inquiétaient le plus en termes d'enjeux d'urbanisation, mais plutôt, oui, effectivement, peut-être les moyennes villes ou les espaces un peu plus ruraux, pardon. Absolument. Alors, déjà, je suis désolé parce que du coup, avec les bugs et tout, j'ai vu qu'on avait perdu un peu de temps et je pensais qu'on aurait plus de temps pour la partie débat, je m'en excuse. Donc, je vais faire une réponse brève. Oui, en fait, c'est tout simplement à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est plutôt, il faut se reporter aux travaux des Nations Unies sur le World Urbanization Prospect, notamment, mais aussi les travaux de Michel Busseau ou de gens comme. Alors, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête, mais en fait, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, les grandes métropoles focalisent beaucoup l'attention et le débat parce qu'elles rejettent beaucoup, enfin voilà, elles attirent beaucoup. Mais en fait, l'urbanisation, c'est-à-dire la progression de la population urbaine, on nous annonce à peu près 60% d'urbains, je crois, hein, dans quelques années. On doit être à 50 ou 55% et on serait, je crois, 80 même % à l'issue de la fin du siècle. Donc cette urbanisation, en fait, elle se passe avant tout dans les campagnes. C'est-à-dire qu'en fait, notamment en Chine, c'est très visible, mais aussi en Inde, c'est pas tant les villes comme Delhi ou Shanghai qui concentrent l'accroissement énorme de la population urbaine, mais c'est des villes qui étaient auparavant des petits villages et qui sont devenus du jour au lendemain quasiment ou presque, en tout cas sur un laps de temps très très court, des très très grandes villes. Le meilleur exemple, c'est Chongqing en Chine, hein, qui est aujourd'hui, je crois, à plus de 30 millions d'habitants. Quand vous regardez, il y a 50 ans, c'était un village. Donc voilà, donc c'était pour ça en fait que je disais que l'urbanisation, enfin, en tout cas,
oui, enfin, l'augmentation de la population urbaine se joue avant tout, effectivement, dans ce qu'on considère aujourd'hui presque la campagne, ou en tout cas les petites villes. D'accord. Effectivement, en plus, c'est certainement un petit peu hors de notre territoire, puisque nous, c'est un peu plus stable en termes de population et d'urbanisation, puisqu'on a déjà dépassé les 50%. Mais du coup, ça rejoint une question que je m'étais permis de poser, qui était justement l'étalement urbain. C'est la première raison pour laquelle la biodiversité s'effondre. Et puis il y avait justement Camille Etienne ce midi qui disait que le fait de vivre à la campagne te permettait d'avoir une première sensibilisation à l'enjeu et à l'importance de la nature. Et effectivement, quand on vit en aire urbaine, c'est un peu plus compliqué d'avoir ces contacts-là. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir cet étalement urbain de plus en plus fort et justement cette nature qui sont justement deux paradoxes qu'on n'arrive pas forcément à mettre ensemble. Et comment est-ce qu'on peut lier ces deux paradoxes et ramener peut-être la nature en ville? Vaste question et bonne question. Alors déjà, comment dire? Déjà, moi, j'emploie pas trop le terme étalement urbain. Je préfère parler de périurbanisation, parce qu'en fait, l'étalement urbain, ça nous laisse penser qu'en fait, la ville se répand comme une espèce de tache d'huile comme ça, et en fait, c'est plutôt un développement. On le voit sous forme de c'est notamment Éric Charme qui parle très bien de ça, de saut de grenouille. Donc en fait, parce que quand on parle d'étalement urbain, l'étalement urbain n'est pas nécessairement la même chose que par exemple l'imperméabilisation des sols, qui là ont des répercussions très très fortes par rapport à ce que tu disais sur la biodiversité par exemple. Donc c'est pas parce qu'on a de l'étalement urbain que tous les sols vont du coup être artificialisés ou vont être imperméabilisés par du béton, vous voyez. Voilà, donc déjà ça c'est un peu une première nuance. Après, oui, donc on peut essayer de remettre de la nature en ville. Ça fait très longtemps qu'on essaye de faire ça. Et il y a, en gros, là, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le nombre d'habitants qu'on veut accueillir, en fait, les projets qu'on fait et l'espace, plutôt l'emprise au sol ou l'espace qu'on laisse libre finalement entre les constructions. Parce que quand on parle de biodiversité ou de nature en ville, le levier principal, c'est ce qu'on appelle la pleine terre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment laisser le sol le moins perméable, le moins imperméable possible. On peut continuer à végétaliser un peu les toitures, à faire des petits murs verts avec des petits gazons et un substrat très très faible sur les toitures, mais c'est pas là où on va gagner le plus de biodiversité. Il s'agit bien de maintenir de l'espace au sol. Et donc pour ça, on peut construire en hauteur. C'est un peu une vieille question de l'urbanisme, mais là, le fait est que culturellement, c'est compliqué de construire en hauteur. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais les Français, en gros, n'aiment pas trop la construction en hauteur, quoi. Voilà, le rêve encore aujourd'hui, l'idéal urbain dominant, c'est la maison avec le jardin, et donc c'est la périurbanisation. Donc c'est vrai que l'équation est très difficile à résoudre. Si. Merci beaucoup pour l'éclairage en tout cas. On va pouvoir passer à la prochaine puisqu'il ne nous reste que quelques minutes. On posait la question du coup sur les outils politiques pour inciter les promoteurs à l'urbanisme circulaire. Est-ce qu'ils existent déjà? Est-ce qu'il y a des travaux mis en place pour inciter justement à cette économie circulaire dans l'urbanisme? Ouais, tout à fait. Alors, il y a la loi économie circulaire de février 2020 donne quelques pistes, avec notamment donc le renforcement d'un dispositif qui existait déjà, qui s'appelait le diagnostic PMD, produits, matériaux, déchets, où en gros, selon un certain seuil d'opération, je crois que c'est plus de 1000 m² pour les bâtiments, on a obligation de faire un diagnostic ressources, c'est-à-dire d'identifier par rapport au réemploi, ce que j'ai montré, d'identifier les matériaux qui composent le bâtiment. Et donc là, ça impose en fait déjà de connaître les matériaux qu'on a sous la main et éventuellement de se creuser un peu les méninges pour faire du réemploi ou faire du recyclage. Donc ça existe. Après, d'un point de vue plus général, il n'y a pas de loi qui dit, voilà, tel territoire, vous devez faire de l'économie circulaire. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que les lois convergent entre, d'un côté, la valorisation des déchets que tu as évoqué, qui est effectivement à prendre des pincettes, je suis d'accord avec toi. Mais on a des objectifs donc, de valorisation de déchets qui nous poussent finalement, qui poussent les territoires à se lancer dans des préventions de déchets, des programmes de déchets, etc. Mais il n'y a pas encore d'obligation, voilà, il n'y a pas une loi qui dit noir sur blanc, toutes les villes doivent avoir leur plan d'économie circulaire. Elles y rentrent par des entrées un peu sectorielles, si je puis dire, notamment par la construction ou par le domaine des déchets. Super, merci. Je pense qu'on va pouvoir prendre une ou deux dernières questions. Donc, on a une question sur énergétique plutôt, qui est sur l'utilisation de la biomasse. Par le passé, était l'énergie majoritaire, mais les besoins étaient plus faibles aussi.
Est-ce qu'on pourrait retrouver un tel niveau d'utilisation en utilisant la biomasse qui, effectivement, dans une économie circulaire, est peut-être plus facile à recycler et valoriser de manière vertueuse pour subvenir justement à la consommation énergétique actuelle? Très très bonne question là encore. À niveau de consommation constant, je dirais non. Parce que ça impliquerait encore une fois qu'on ait un impact sur l'environnement très très fort. C'est pas parce que bon, la biomasse évidemment c'est beaucoup plus vertueux, on le sait, mais voilà, là, je suis rentré chez moi en Auvergne là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une forêt qui a été bien comment dire, récoltée pour du bois, donc on peut se dire c'est cool, on sort du bois de chez nous, mais en fait dans le paysage c'est quand même assez voilà, donc il y a un changement de culture peut-être à avoir, non seulement d'un point de vue économique, on n'arrive pas forcément trop à faire en sorte de sortir du bois comme il faut de nos forêts de manière avec des quantités importantes, mais d'un point de vue paysage et biodiversité aussi, ça pose question si on allait récolter énormément de bois dans nos différentes forêts. Je pense que très clairement, on a de la marge pour en récolter beaucoup plus, mais on ne pourra pas couvrir, je pense, nos niveaux de consommation actuels. En tout cas, à l'échelle mondiale, on ne pourra pas couvrir nos niveaux de consommation actuels avec de la biomasse. Et c'est pareil sur la biomasse alimentaire, la biomasse agricole. Elle doit servir avant tout à nous nourrir bien et à nous nourrir comme il faut, plutôt que de faire de l'énergie. Donc il y a un peu ce dilemme-là aussi à prendre en compte. Tout à fait. On est assez d'accord, effectivement. L'enjeu premier, de toute manière, c'est plutôt la réduction, plutôt que garder la consommation aujourd'hui constante. Et on va pouvoir traiter une dernière question avant de clore. Donc, du coup, Violaine qui demandait la finalité extrême de l'économie circulaire semble être l'autonomie d'un territoire. Savez-vous, s'il y a des entités qui travaillent sur ces thèmes ou, à minima, tentent de lister les ressources et compétences d'un territoire pour déterminer ce qui est exporté sur ce territoire? Et en premier élément de réponse, Violaine, je pense que l'ACV territorial pourrait t'intéresser. Absolument. Alors, très bonne question aussi. En fait, je pense qu'il y a il y a des ébauches de raisonnement de ce type-là dans des dispositifs type territoire et énergie positive pour la croissance verte, là, TEPCV. Je crois qu'avant, ils s'appelaient même les TEPOS, territoire et énergie positive. Donc, il faut aller voir un peu de ce côté-là. Les villes en transition aussi, qu'on a vu dans le film Demain, là, avec Totnes, notamment avec Rob Hawkins. Il y a ce type de réflexion là-dedans, c'est-à-dire d'aller vers plus d'autonomie et de connaître notre métabolisme et de connaître ses forces et ses différentes faiblesses. Après, je suis un peu je suis pas hyper convaincu, on n'a pas assez de temps, mais je suis pas hyper convaincu par cette quête d'autonomie alors, il faut y aller, c'est clair. Il faut transformer notre mix du métabolisme, voilà. Mais autonomie, ça peut être assez voisin de autarcie. Et d'un point de vue démocratique, je m'interroge en fait jusqu'à quel point on peut être autonome sans être autarcique ou sans être recroquevillé sur nous-mêmes. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Mais D'accord, ok, très bien. Il reste que 2 minutes, du coup, je pense qu'on va pouvoir clore là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, on aurait pu parler pendant des heures sur un sujet aussi vaste et aussi intéressant. Merci à tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Il reste quelques conférences encore avant la clôture de ce week-end. Donc, je vous laisse vous rediriger vers les sujets qui vous intéressent. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci.